Voilà, donc aujourd'hui, on aura deux interventions. Une première par Simon Dufour et Jonathan de Massé sur l'identification des facteurs de risque de la résistance aux antimicrobiens. Et puis la deuxième sera présentée en grande partie par Angélique Corset, qui est doctorante avec Marion Boutineau et Anne Boudon, sur la supplémentation nutritionnelle en vitamines E ou extraits de plantes et son impact sur la régulation de l'immunité de la vache laitière en début de lactation. Oui, ben, merci de nous avoir donné l'opportunité de présenter. Donc, on va peut-être juste brièvement se présenter. Moi, je suis Simon Dufour, je suis professeur à la faculté de médecine vétérinaire, donc je suis vétérinaire et épidémiologiste. Et moi, je suis Jonathan Massé, candidat au PhD, puis je suis également vétérinaire. J'ai gradué ici en 2016. Exactement. Puis donc, on va vous parler aujourd'hui des choses qui pourraient être des risques pour créer de la résistance aux antimicrobiens, en fait, sur les fermes laitières du Québec, qui est un truc que Jonathan a étudié, puis je l'ai appuyé dans ces études-là. Et puis, à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle non supervisées, en fait. Donc, une approche légèrement différente de ce qui est habituellement fait. Donc, peut-être très brièvement pour introduire le sujet, l'antibiorésistance, qu'on va souvent abrévier par RAM dans le reste de la présentation, c'est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme une des 10 plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles se trouve confrontée l'humanité. Donc, de plus en plus, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vont être malades, affectées par des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et donc, ça va causer possiblement de plus en plus aussi de problèmes chez les humains, de morts chez les humains. Mais en fait, bien, la résistance aux antimicrobiens, c'est simplement un phénomène de sélection de bactéries. Donc, si on voit ici une population bactérienne assez diversifiée, on peut imaginer, par exemple, que les cellules bactériennes rouges sont résistantes aux antibiotiques. C'est seulement à partir du moment où on va appliquer un antimicrobien, un antibiotique, qu'on va éliminer la plupart des bactéries des autres couleurs, par exemple les jaunes, les vertes, les bleues. Et les rouges, la plupart des rouges, elles devraient survivre. Et après ça, lorsqu'il va y avoir de nouveau des divisions cellulaires de nouvelle génération, on va se retrouver avec une population bactérienne qui est surtout composée de ces bactéries rouges, par exemple ici. Et donc, une population de bactéries qui est en général résistante aux antibiotiques. Ce qui fait que dans un traitement subséquent, bien, à ce moment-là, le traitement ne sera pas efficace pour contrôler cette population-là de bactéries. Donc, c'est vraiment un phénomène de sélection, mais la sélection se fait par l'utilisation des antibiotiques. Lorsqu'on regarde ce qui se fait au niveau utilisation des antimicrobiens, donc on va souvent abrévier AMU, c'est le terme anglais, Antimicrobial Usage. Par exemple, au Canada, donc des données 2018, on rapporte que c'est énormément, en fait, les animaux d'élevage où la plupart des antibiotiques sont utilisés, une proportion quand même importante chez les humains et finalement les animaux de compagnie et les végétaux. J'aime pas beaucoup cette figure parce qu'en fait, c'est une compilation qui est faite en grammes ou kilogrammes, si vous voulez, ou tonnes, donc en poids d'antibiotiques. Et chez les animaux d'élevage, on tend à utiliser des antibiotiques qui sont plutôt pesants. Donc, ça fausse un peu les données, mais disons que ça illustre quand même assez bien que du côté des animaux d'élevage, il y a une part subséquente des antibiotiques qui sont utilisés là. Et il y aurait donc peut-être lieu de réduire cette utilisation pour prévenir un risque de développement d'antibiorésistance qui pourrait ensuite être transmise vers les humains, soit au moment où on consomme les aliments, par l'environnement, parce qu'on étend les fumiers, par exemple, les fesses des animaux dans l'environnement, ou encore par contact avec les animaux, si on pense aux producteurs, aux employés de ferme, etc. Et puis donc, cette répartition-là, en fait, est vue un peu partout dans le monde, puis ça a donné lieu à des superbes infographies comme celle-ci, où on dit, ben voilà, c'est les animaux qui consomment la plupart des antibiotiques qui sont importants pour les humains. Et puis donc, disons, incite le grand public à questionner beaucoup les productions animales, entre autres la production laitière. Donc, ça amène un peu à notre objectif, la question de recherche qu'on se posait, c'était à savoir, est-ce que lorsqu'on utilise des antibiotiques à la ferme, est-ce que ça va vraiment affecter le risque de résistance aux antimicrobiens sur cette ferme et de quelle manière, en fait, ces choses-là vont se passer? Est-ce qu'on est capable de voir ce niveau-là de risque changer en fonction d'un niveau d'utilisation? Et puis donc, pour arriver à ces fins, on a une étude observationnelle cohorte qui a été mise en place. Donc,
une centaine de fermes laitières québécoises dans 3 régions. L'étude avait été initiée en 2017-2018. Puis c'est les données principalement de ces années-là qu'on va vous présenter, mais en fait, c'est important de savoir qu'elle s'est poursuivie par la suite. On a maintenu une bonne partie de cette cohorte de fermes-là, puis ça a donné lieu à d'autres études jusqu'en 2021, grosso modo 2022, le suivi sur ces fermes. Et puis, quand on pense à l'utilisation des antimicrobiens, en fait, on a mesuré cette utilisation en allant chercher 12 mois de vente de médicaments vétérinaires. En fait, avant d'aller plus loin ici, à l'époque, on avait aussi demandé aux producteurs laitiers de mettre dans une poubelle tous les antibiotiques qui étaient utilisés sur la ferme. Et on avait comparé ce qui avait été utilisé sur la ferme avec simplement les ventes vétérinaires et on avait obtenu une excellente corrélation. Donc, on a préféré continuer à travailler après avec les ventes de médicaments vétérinaires. Et puis donc, ces ventes-là, on peut transformer chaque vente en un nombre de doses de traitement par 100 vaches année. Donc, ce sont des doses standardisées. Les doses équivalentes existent aussi en Europe. C'est l'ESVAC qui les dicte ou qui les met en place. Donc, ici, on en a pour le Canada. Donc, on va parler de Defined Course Dose, DCD. Vous allez voir ça dans certaines des figures de Jonathan. Donc, c'est simplement une unité standardisée pour rapporter des ventes ou l'utilisation des antibiotiques. Et simplement mentionné, donc, on parle d'un taux d'utilisation, un nombre d'antibiotiques utilisés par animaux par année. Et puis, on avait aussi mesuré l'utilisation des antibiotiques à l'aide d'un questionnaire, donc une quarantaine de questions, donc des données démographiques générales, mais aussi des questions sur les pratiques d'utilisation des antibiotiques à la ferme, le dosage, la durée, est-ce qu'ils consultent le vétérinaire ou pas, par exemple, avant d'administrer un antibiotique. Aussi sur l'incidence de maladies sur la ferme, donc les maladies des animaux plus âgés, des jeunes animaux en général. Jonathan va y référer plus tard en parlant de la situation sanitaire, donc c'est ces incidences-là de maladies. Mais aussi même des questions au niveau de la perception des producteurs et des productrices sur les antibiotiques, sur l'antibiorésistance et leur connaissance aussi sur les antibiotiques. Parce qu'on se disait qu'en fait, toutes ces choses-là pourraient potentiellement affecter le risque de résistance aux antimicrobiens. Ouais. Moi, je vais parler un petit peu plus matériel et méthode concernant les issues. En fait, c'est outcome en anglais, mais je les traduis par issues, qui est le terme le plus correct, si on veut. Donc, les issues qui sont la résistance aux antimicrobiens. Donc, comment est-ce qu'on l'a mesuré? En fait, c'est dans des échantillons fécaux. Donc, on a fait un pool de 5 animaux pour faire un pool de fumier. Puis, en fait, ces échantillons-là, comme Simon l'a expliqué, il y a 101 fermes. Puis, en fait, on a fait 2 visites d'échantillonnage, une au printemps, puis l'autre à l'automne 2017. Puis, pour chaque visite d'échantillonnage, on a prélevé 2 types d'échantillons. Donc, un échantillon de vaches en lactation, puis un autre de veaux pré-sevrage. Pour certaines de ces visites-là, en fait, quand on est allé à la ferme, il n'y avait pas de veaux présents sur la ferme. C'est pour ça qu'on a 7 échantillons manquants. Au total, on a 397 échantillons de fumier. Donc, le premier protocole au niveau du laboratoire pour isoler, en fait, c'est le E. coli bactérie indicatrice de résistance qu'on a pris pour l'étude. Donc, on a simplement pris un isolat, donc un E. coli aléatoire par fumier. Donc, on se retrouve avec 397 fumiers. Puis après ça, on fait un profil de résistance. Donc, on le teste envers 11 classes d'antimicrobiens différents. Ça va nous donner notre première variable au niveau de la résistance. Donc, c'est une variable quantitative discrète. Donc, ça variait entre 0 et 9. Donc, 9 classes d'antimicrobiens pour lesquelles le E. coli était résistant. Maintenant, le deuxième protocole, c'est un protocole sélectif. Donc, on vient rajouter une céphalosporine de 3e génération dans l'agriculture. Donc, la céfotaxime qui vient être ajoutée. Ça, c'est pour venir détecter des E. coli producteurs de BLSE. En fait, c'est bêta-lactamase à spectre étendu. C'est un type de résistance qui est quand même préoccupant au niveau de la santé publique. Puis il y a d'ailleurs plusieurs organismes de surveillance qui regardent spécifiquement ce type de E. coli-là dans les programmes de surveillance. Donc, ça, c'est vraiment avec un protocole sélectif. Puis pour cette variable-là, on regarde simplement s'il y a présence ou absence de ces E. coli producteurs de bêta-lactamase à spectre étendu en C. Donc, si on résume, oui, c'est ça. Oui, j'avance. Ouais, si on résume, une ferme, c'est 4 échantillons de fumier. Donc, il y avait 2 poules de vaches en lactation, puis 2 poules de veaux pré-sevrage. Puis un échantillon de fumier,
on va tester 2 caractéristiques pour la résistance. Donc, une ferme qui est représentée par 8 caractéristiques au total. Par contre, 8, ça commençait à être beaucoup d'issues analysées, fait qu'on a décidé de regrouper certains résultats. En fait, on les a regroupés par type. Donc, les 2 échantillons de vaches et de veaux ont été mis ensemble pour les analyses. Dans le fond, on répartissait, peu importe la saison, on les mettait ensemble, donc ça nous donnait 4 issues par ferme. Juste pour clarifier cette portion-là, j'ai mis un petit exemple ici. Donc, vous avez pour une ferme les 2 sites d'échantillonnage, puis j'ai mis seulement le veau pour l'exemple. Donc, pour la première visite au printemps 2017, on voyait pour le colis indicateur qu'il y avait 5 classes antimicrobiens pour lesquelles le colis était résistant. Puis pour le protocole sélectif, il y avait absence de la bactérie pas la bactérie indicatrice, mais la bactérie productrice de bêta-lactamase. Puis pour la deuxième visite, il y avait 3 classes de résistance pour le colis indicateur, qui n'est pas en italique, malheureusement, désolé pour ça. Puis il y avait présence pour le protocole sélectif. Donc, pour les nombres de résistances, donc pour les colis indicateurs, on a simplement pris le nombre maximal entre les deux. Fait que dans cet exemple-ci, entre 5 et 3, 5 c'est plus haut. Donc, pour l'issue, pour le veau, pour le nombre de résistances, ça va être le 5 qui va être retenu. Pour ce qui est du protocole sélectif, on considérait positif si l'un des deux était positif. Fait que dans ce cas-là, le deuxième visite, il y avait présence d'un E. coli producteur de bêta-lactamase aspect étendu. Donc, l'issue au final va être la présence de cet indicateur-là. C'est le même principe pour les vaches. Puis donc, on arrivait au moment des analyses statistiques, puis là, on se questionnait à comment modéliser, en fait, les associations entre nos mesures de l'utilisation des antibiotiques et la RAM. Bon, je l'ai ici, marqué mon abréviation, je l'ai laissé en anglais, mais donc la résistance aux antimicrobiens. Et puis, donc, a priori, on s'est dit, bon, c'est parfait, on a un taux d'utilisation, nombre de doses par 100 vaches années, on va associer ça à nos différentes issues. Mais après, en discutant avec Jonathan, on se dit, ah oui, mais ça serait intéressant quand même de regarder les taux d'utilisation des antibiotiques injectables versus, par exemple, les intramamaires, parce que les injectables vont affecter aussi possiblement beaucoup la flore intestinale, surtout si c'est excrété, par exemple, au niveau de la bile ou des choses comme ça, alors qu'un intramamaire va avoir une action beaucoup plus locale au niveau de la glande mammaire, donc peut-être moins d'impact au niveau de nos bactéries qui, nous, en fait, on allait chercher des E. coli indicateurs à partir des fesses. Donc, ouais, c'est une bonne idée, on devrait peut-être aussi investiguer par voie d'administration. Et puis après, on s'est dit, on devrait peut-être aussi vérifier par molécule, parce qu'en fait, il y a certaines molécules qui vont peut-être être beaucoup plus problématiques que d'autres. On a une trentaine de molécules, en fait, qui étaient homologuées et utilisées, en fait, sur nos fermes laitières. Et puis, du coup, ça ferait beaucoup de sens aussi de regarder les taux d'utilisation par molécule et voie d'administration. Donc, vous commencez à voir un peu le problème grossir. Et puis là, on avait aussi des mesures, comme on disait, sur la situation sanitaire, donc l'incidence des différentes maladies chez les jeunes animaux, chez les animaux plus âgés en général, la proportion des cas qui étaient traités sans consultation vétérinaire, la durée des traitements, le respect des dosages qui étaient rapportés par les producteurs et les productrices laitières. On vous a parlé aussi qu'on a été vérifier leur perception, leurs attitudes, leurs connaissances par rapport aux antibiotiques et à l'antibiorésistance. Donc, en fait, l'utilisation des antibiotiques peut être décrite par l'ensemble de ces variables-là. Et puis, d'un autre côté, comme Jonathan le précisait, on a la résistance aux antibiotiques chez les veaux et chez les vaches. Et à chaque fois, on a 2 issues, le nombre de résistances et est-ce qu'il y a présence ou pas du pattern ou du profil de résistance BLSE en psy. Donc, moi, je suis épidémiologiste de formation. Mon collègue est microbiologiste. On a mis nos connaissances ensemble. On dit l'idéal, ça serait de faire un diagramme causal entre toutes ces expositions-là et ces issues pour essayer de bien enligner nos analyses. Et puis, après avoir planché beaucoup sur ce diagramme causal, ça a donné ceci. Donc, c'est un diagramme causal qui représente les associations entre l'utilisation des antibiotiques, donc vous voyez très bien le début ici, et la résistance aux antibiotiques. Et puis, on s'est dit, c'est assez simple. Si on utilise maintenant des analyses conventionnelles, donc des statistiques conventionnelles, on n'a qu'à séparer tous les spaghettis un par un et à faire l'ensemble de ces analyses pour finalement... Bon, Simon Dufault. Pardon, ça va? OK. Donc, on arrivera à ce moment-là à élucider notre question de recherche après plusieurs années à séparer des spaghettis.
Et puis, en plus de ça, il faut quand même penser que pour les différentes expositions, beaucoup de corrélations entre ces expositions. Par exemple, un taux d'utilisation des injectables versus le taux d'utilisation en général, c'est des choses qui sont très corrélées. Problème de collinéarité potentielle. Et en fait, on a des données où on a une très grande, très haute dimensionnalité, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une base de données avec nos 100 fermes, mais de nombreuses variables, donc très, très large base de données. Et puis donc, on s'est tourné vers une approche légèrement différente. On s'est dit, dans un premier temps, on va essayer de réduire la dimensionnalité des données et on a utilisé pour ça des analyses factorielles. Donc, l'idée était de passer de nos plus de 40 variables, en fait, à quelques facteurs qui pourraient décrire l'utilisation des antibiotiques, la démographie, les connaissances, les attitudes, donc tous ces éléments-là qu'on vous a présentés. Et puis donc, l'idée des analyses factorielles, chaque facteur, en fait, qu'on va créer, on peut l'imaginer comme étant un concept latent qui est décrit par plusieurs variables ensemble. Souvent, dans le reste de la présentation, on va parler d'une dimension, en fait, parce qu'à partir du moment où on fait cette analyse factorielle-là, avec chaque ferme, on peut lui attribuer une valeur sur une dimension. Et puis, chaque facteur représente différentes dimensions. Et puis, donc, on peut placer la ferme, par exemple, par rapport aux 2 premières dimensions, comme on le ferait avec des coordonnées géographiques, ou les 3 premières dimensions, comme on le ferait, par exemple, dans l'espace. Et en fait, même avec la 4e ou 5e dimension, c'est possible de le faire. Et puis, pour réaliser ça, en fait, on a utilisé une technique qui s'appelle Factorial Analysis of Mixed Data, qu'on va abrévier FAMD, parce qu'en fait, on a des variables quantitatives et qualitatives. Puis, il faut faire attention, les variables quantitatives ont tendance à peser plus lourd dans la balance quand on fait des analyses factorielles. Donc, il faut un peu pondérer pour ce facteur. Donc, on a fait cette première analyse factorielle-là. Maintenant, on peut imaginer chaque ferme, on est capable de la placer dans l'espace, de lui attribuer des valeurs. Et à partir de là, on a utilisé une deuxième technique qui permettait de faire l'identification de grappes ou de clusters de fermes. Et puis donc, ce seraient des groupes de fermes qui présentent un profil similaire de variables. Je vous précise ici, quand on a fait l'analyse factorielle, on a laissé les issues complètement de côté. Donc, tout ce qui avait lieu à la résistance aux antibiotiques n'a pas été inclus. Ici, on essaye simplement de déterminer des fermes qui ont un profil similaire de variables prédicteurs. Donc, c'est-à-dire l'utilisation des antibiotiques, la démographie, les perceptions, les attitudes des producteurs et productrices. Et puis, pour identifier ces clusters de fermes-là, en fait, on a utilisé une technique qui s'appelle le hierarchical clustering, et on l'a basé, en fait, sur notre analyse FAMD. Donc, on peut parler de hierarchical clustering de FAMD. Alors voilà, pour les technicalités. Donc, à partir du moment où ça s'était fait, je vous dis, on peut attribuer à chaque ferme une position dans l'espace. Donc, maintenant, c'est une variable quantitative. Et puis, donc, une variable quantitative par dimension. Donc, la coordonnée X, la coordonnée Y, la coordonnée Z d'une ferme. Et puis, donc, maintenant, on peut avoir un modèle très simple avec simplement ces 3 variables-là et vérifier si c'est associé avec le nombre de résistances, donc avec une simple régression de Poisson, ou encore avec la présence de ce profil de résistance, donc une régression logistique. Ou encore, une autre possibilité, c'est de vérifier maintenant une ferme, si on a identifié 2, 3, 4 clusters de fermes qui ont des profils semblables, de vérifier si le fait d'être dans le cluster 1 plutôt que dans le cluster 2, qui est une variable catégorique, va être associé encore une fois à notre nombre de résistances, donc toujours une régression de Poisson, ou la présence d'un certain profil de résistance, donc une régression logistique. Alors voilà, je vais passer sur le piège de l'avant. Donc, avant de tomber dans les résultats de ces analyses assez poussées, on va y aller avec un petit peu plus des résultats descriptifs de base. En fait, c'est simplement pour vous montrer ici les 101 fermes. Bon, c'est les 3 régions administratives au Québec. Donc, vous avez une carte qui, chaque point représente une ferme dans le projet. Puis, vous avez aussi au niveau en haut à gauche un petit peu l'emplacement du Québec par rapport, juste pour se situer de façon assez grossièrement. Donc, quelques caractéristiques que j'ai mis ici. Donc, j'ai mis tout le temps la médiane, puis la variation minimum, maximum entre parenthèses. Donc, le quota possédé en kilogrammes de gras par jour, c'était 65. C'est d'ailleurs à peu près la moyenne québécoise. Sinon, le nombre total d'animaux, donc 107. Variation de 39 plus 160. Ça, c'est vraiment le nombre d'animaux. Donc, il y a autant les vaches en lactation que la relève, que tous les animaux présents sur la ferme.
3 employés en médiane par ferme, puis la plupart des vaches étaient Holstein, la grande majorité des fermes. Donc ça, c'est la description des fermes. Maintenant, description du taux d'utilisation des antimicrobiens. En fait, concernant le questionnaire, comme Simon l'a expliqué, il y a 40 variables qu'on a dû utiliser. Par contre, le problème de toutes les analyses que Simon a présentées, c'est que puisqu'on va faire des analyses de type multivarié, aussitôt qu'il va manquer, exemple, une réponse pour une des questions du questionnaire, on ne pourra pas venir intégrer cette ferme-là aux analyses parce qu'en fait, ça ne marchera pas, ça va planter parce qu'il va manquer une variable dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on a dû exclure 5 fermes. Sinon, concernant l'utilisation des antimicrobiens, au final, on a pris 4 variables différentes. D'ailleurs, c'est un projet de PhD d'Hélène Lardé qui a terminé il y a quelques années, qui a fait, comme tout le monde l'a expliqué, vraiment toute la quantification des antimicrobiens. Puis à droite, je vous ai mis les 4 graphiques, en fait, qui représentent les données qu'on a utilisées. Donc, en haut à gauche, on a la quantité totale d'antimicrobiens utilisés. À droite, la quantité systémique. Puis, les 2 graphiques du bas, en fait, c'est l'utilisation de cestiofur, qui est une céphalosporine de 3e génération quand même, qui était utilisée passablement fréquemment au Québec. Donc, vous avez le cestiofur total en bas à gauche, puis l'injection systémique de cestiofur. Les graphiques, c'est toujours le même modèle. Donc, vous avez le nombre de fermes qui est sur l'axe des ordonnées selon la quantité en abscisse. Donc, on voit que ce n'est pas une courbe normale. Il y a une certaine décalage pour certaines fermes à droite, où est-ce qu'il y a quelques fermes qui vont utiliser beaucoup d'antimicrobiens par rapport à l'ensemble des fermes. Donc, ça, c'était pour l'utilisation des antimicrobiens. Puis, finalement, une petite description des issues, en fait. Donc, on a les 4 issues qui sont représentées ici. Donc, les veaux pré-sevrage, je vous rappelle qu'il y a 7 échantillons manquants dans ces veaux-là. Donc, vous avez le nombre de résistances pour les colis indicateurs. Même principe, j'ai mis la médiane puis les variations minimum, maximum entre parenthèses. Donc, on voit que pour le veau, la médiane est de 4 classes d'antimicrobiens pour lequel le colis est résistant. Si on regarde pour la vache qui est en bas, le nombre de résistances, c'est à 0. Donc, il y a quand même une différence importante entre les vaches et les veaux. Pour ce qui est du protocole sélectif de colis producteurs de bêta-lactamase bactérienne C, donc pour les veaux, on parle de 75% des échantillons qui étaient positifs, alors que pour les vaches, il y avait 35%. Donc, ça, c'est plus des descriptions, c'est juste descriptif. Maintenant, je vais tomber dans les analyses que Simon a parlé au niveau des analyses un petit peu plus pointues. Donc, les analyses FAMD, en fait, qui est regroupement des variables par dimension, si on peut le résumer comme ça. Donc, voici ce que ça donne, en fait. Ça, c'est le graphique pour la première dimension. Donc, vous avez chaque colonne bleue, en fait, ça représente une variable. Puis, plus la hauteur est élevée, plus cette variable-là va contribuer davantage à la dimension. Donc, les variables qui sont à gauche contribuent davantage que les variables qui sont à droite. D'ailleurs, le trait pointillé rouge, en fait, c'est si toutes les variables étaient égales, ils seraient toutes vis-à-vis de cette ligne pointillée rouge-là, en fait. Donc, on peut se servir des premières variables qui représentent ici la première dimension pour essayer de mettre un espèce de label à cette dimension. Donc, en fait, les variables, c'est surtout, en fait, on a les animaux, le taux d'incidence de maladie chez les animaux, chez les vaches en lactation, puis chez les veaux. Puis on a aussi les taux de traitement de ces animaux malades-là sans consultation vétérinaire, autant pour les animaux, les vaches en lactation, puis les veaux. Ça, c'est vraiment les 6 premières variables qui contribuent majoritairement pour cette dimension-là. Donc, la dimension 1, on peut la résumer à statut sanitaire des animaux, en fait. Pour les dimensions 2 et 3, en fait, dimension 2, on voit que c'est vraiment les 2 premières variables qui vont venir contribuer majoritairement pour la dimension. Donc, ces 2 variables-là sont quand même corrélées l'une à l'autre. Donc, on a le nombre d'animaux présents sur les fermes, puis le quota possédé. Donc, c'est une dimension qu'on peut appeler taille du troupeau. Puis, finalement, la troisième dimension, il y a beaucoup plus, il y a un petit peu plus de variabilité dans les variables, si on veut, parce que les premières variables, il y a l'utilisation du cestiofur total, l'utilisation du cestiofur injectable, l'utilisation totale d'antimicrobiens. Puis il y a quelques autres données comme ça. Fait qu'on regroupe
le thème « Utilisation des antimicrobiens » pour cette troisième dimension. Donc, ça, c'est les analyses pour les dimensions. Après ça, la deuxième type d'analyse que Simon parlait, c'est le regroupement des fermes basé sur un profil similaire de prédicteur. En fait, c'est un petit peu ce que Simon expliquait tantôt par rapport aux axes X et Y. Donc là, c'est seulement les deux premières dimensions pour que ce soit plus facile à visualiser. Mais vous avez sur le graphique à droite, ici, chaque point représente une ferme. Puis, il est associé à une coordonnée en X, Y pour la dimension 1 et 2. C'est un exemple de ce que ça peut donner. Au final, on a trois types de groupes qu'on a réussi à dégager de tout ça. Donc, le premier groupe qui comprend la majorité des fermes, c'est surtout des troupeaux en santé qui utilisent faiblement du cestiofer. Donc, de façon générale, les fermes dans ce groupe-là, ont un taux de maladie moins élevé par rapport à l'ensemble de toutes les fermes. Il y a un taux de traitement aussi moins important sans consultation avec le médecin vétérinaire, puis une faible utilisation du cestiofer, c'est toujours par rapport à l'ensemble de toutes les fermes. Pour le deuxième groupe, c'est surtout des fermes qui vont utiliser davantage le cestiofer, donc autant au niveau d'utilisation totale que l'utilisation pour le test. Puis finalement, le dernier groupe qui comprend 11 fermes, c'est surtout les troupeaux malades qui vont traiter souvent avec des antimicrobiens. Donc, il y a un haut taux de maladie par rapport à l'ensemble, puis une utilisation fréquente autant de cestiofer que d'antimicrobiens injectables. Donc, une fois qu'on va avoir déterminé les dimensions puis les groupes, la prochaine étape, en fait, c'est de venir corréler ces aspects-là avec notre issue qui était les 4 issues que j'ai mentionnées au début, donc la résistance aux antimicrobiens. Pour ce qui est des analyses sur la dimension 1 qui était associée plutôt au statut sanitaire des animaux, c'est un prédicteur significatif pour les 4 issues qu'on a testées pour la résistance. Pour ce qui est des dimensions 2, qui est la taille du troupeau, et dimension 3, l'utilisation des antimicrobiens, c'était des prédicteurs significatifs pour un seul des 4 issues, qui était le nombre de résistances pour les reconnus indicateurs chez les vaches. Pour ce qui est du regroupement des fermes, donc quand on vient les 3 groupes de fermes que je parlais, c'est un prédicteur significatif pour les colis producteurs de BLSE en C chez les vaches et les veaux. Puis en fait, vous avez les deux graphiques en bas, ça représente la situation du modèle. Donc, vous avez le pourcentage prédit selon le modèle de BLSE en C, selon les 3 groupes, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3, en fait. Donc, vous avez les résultats pour les vaches, puis pour les veaux. Donc, ça, c'est les résultats significatifs. Maintenant, je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais je vais aller un petit peu vite pour la discussion. En fait, c'est concernant le colis producteur de BLSE AMC, donc qui est associé au statut sanitaire des animaux. Ça a déjà été rapporté dans la littérature que des faibles mesures d'hygiène étaient associées à un facteur de risque pour une excrétion d'un colis producteur de ces BLSE, en fait. Cette même étude-là avait également montré qu'il y avait une excrétion qui était associée à l'utilisation de céphalosporine de 3e génération. J'irai même plus loin. D'autres études ici qui ont montré que cette excrétion-là était associée avec l'utilisation, en plus des céphalosporines de 3e génération, l'utilisation générale d'antimicrobiens. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on a nécessairement montré avec nos analyses. Dans le fond, c'est la 3e dimension qui était plus souvent l'utilisation des antimicrobiens, n'était pas associée avec l'issue de BLSE en C. Sinon, concernant le nombre de résistances des E. coli, donc ça, c'est une issue qui a été associée pour les 3 premières dimensions. Donc, si on essaie de mettre ça ensemble, mettons, ça a déjà été rapporté que la taille du troupeau était associée à un facteur de risque pour l'utilisation des antimicrobiens chez les bovins, puis également sur la résistance de certaines bactéries. Ici, j'ai mis un exemple de bactéries pathogènes respiratoires. Par contre, la situation, la taille du troupeau, puis l'AMR, puis l'utilisation des antimicrobiens, ce n'est pas nécessairement rapporté de façon uniforme, si on veut. Mettons, par exemple, pour le porc, ce n'est pas un facteur de risque, la taille du troupeau pour l'utilisation des antimicrobiens et de la résistance. Donc, en conclusion, c'est grâce à l'analyse d'utilisant l'intelligence artificielle, on a pu identifier qu'un mauvais contrôle des maladies, par exemple, et que l'utilisation des antimicrobiens, c'était des facteurs de risque pour les issues comme la résistance aux antimicrobiens dans les fermes laitières québécoises. Donc,
Voilà ce qui fait le tour de la présentation. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions particulières. Merci beaucoup, Simon, Jonathan. On a un petit peu de temps pour quelques questions. On va prendre le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je vais juste poser une première question. Dans votre analyse, est-ce que vous aviez moyen d'intégrer en fait l'indication pour laquelle l'antibiotique était utilisé? Savoir si c'était infection mammaire ou si c'était pour de la prévention. Est-ce que vous aviez possibilité d'intégrer cette donnée? En fait, oui, on l'avait parce que oui, j'ai simplifié quand même au début pour les animaux malades, mais on a vraiment un gros tableau, puis on disait aux producteurs vraiment une situation clinique. Vous avez une vache en mamite, qu'est-ce que vous faites? Quel antimicrobien vous allez utiliser? Au début, on voulait comme standardiser vraiment avoir le plus d'informations possible, mais c'est au niveau des analyses que là, ça devenait extrêmement compliqué de faire du cas par cas. Fait qu'on a décidé de remettre simplement le taux d'animaux malades dans son ensemble. Pour ce qui est des antibiotiques ou des antimicrobiens qui ont été identifiés dans les ventes vétérinaires, ben, la plupart ont des voies d'administration ciblées et des utilisations assez ciblées. Donc, par exemple, si on va dans les intramammaires, on peut différencier ceux qui sont utilisés pour le traitement des mammites cliniques de ceux qui sont utilisés plus en prévention au niveau du tarissement. Là où ça devient difficile, c'est certains antibiotiques injectables qui, eux, peuvent servir pour différentes conditions. Donc, on pense par exemple aux pénicillines, au trimethoprim sulfa, au tétracycline, qui ont toutes sortes d'utilisations, donc des antibiotiques très généraux, là, que ça, c'est difficile d'attribuer la raison d'utilisation. Et ben, même avec le tableau que Jonathan mentionnait, ben, certains producteurs pouvaient mentionner qu'ils utilisaient la pénicilline pour la diarrhée des veaux et la même pénicilline pour des problèmes de piétin chez les vaches. Donc, à ce moment-là, on ne peut plus les différencier. D'accord. Merci. Marion? Oui, je me posais la question de la raison qui permettra d'expliquer pourquoi le nombre de résistances est plus élevé observé chez le veau plutôt que chez la vache. Est-ce que c'est lié au traitement avec certains antibiotiques qui entraînent plus de résistance? En fait, ça, c'est la grande question de mon PhD parce que ça, c'est une partie que j'ai travaillé beaucoup sur d'autres articles avant celui-ci. Puis en fait, j'avais vraiment fait une caractérisation précise entre la vache et le veau. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on observe et qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, en fait. Mais c'est vraiment, quand on cherche un petit peu dans la littérature, c'est vraiment rapporté de façon quand même assez uniforme que les veaux, les jeunes animaux, ont beaucoup plus de résistance dans leur système digestif par rapport aux animaux adultes. C'est pas clair exactement. Oui, il peut peut-être avoir un aspect d'utilisation des antimicrobiens, mais c'est hors de tout doute, si on veut, par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un aspect par rapport au système digestif qui est immature chez ces animaux-là, puis il y a peut-être une pression de sélection pour les bactéries résistantes qui vont venir s'établir dans le système digestif des jeunes animaux, mais pas chez les vieux. C'est plusieurs hypothèses pour l'instant. C'est observé, mais on ne sait pas exactement la raison. Je pense que c'est observé chez l'humain aussi, ouais, en fait, avec les enfants qui sont en encore... fait, c'est ça. J'ai trouvé un article récemment qui comparait, c'est pas limité au niveau des bovins uniquement, c'est également rapporté chez les porcs, les bovins. Ça, c'est surtout les espèces de production. Sinon, il y a aussi les humains, en fait, que les jeunes enfants ont plus de bactéries résistantes par rapport aux adultes, en fait. Puis il n'explique pas nécessairement pourquoi. C'est pas nécessairement, un enfant ne va pas nécessairement être traité davantage versus un adulte. Fait que pour l'instant, c'est plus une observation quand même qu'on observe chez plusieurs espèces animales, mais on n'est pas capable de l'expliquer exactement pourquoi. En fait, une hypothèse, c'est que ben, dans les premières semaines de vie, il n'y a pas une flore microbienne comme on trouve chez les adultes. Et puis donc, il y a peut-être une opportunité pour ces bactéries-là de compétitionner dans cet environnement-là, alors que plus tard, ça devient peut-être plus difficile pour ces bactéries-là d'occuper
un espace important de la population microbienne. En fait, il faut se rappeler, nous, c'est des veaux en pré-sevrage, donc ils étaient encore alimentés avec du lait, puis ils arrivaient à la période où ils allaient transitionner vers une alimentation normale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Simon et Jonathan? Non, alors moi j'en ai juste une dernière en fait sur la prévalence en fait de la résistance. Est-ce que vous avez observé des variations en fonction de la saison? Est-ce que tous les échantillons que vous avez collectés ont été collectés en même temps à des saisons un petit peu assez resserrées d'un point de vue timing? Oui, ben en fait, c'est ça. Juste pour revenir pour le matériel et méthode, c'est vraiment deux saisons, donc une au printemps puis l'autre à l'automne. Pour ce qui est là, je vais de mémoire, mais pour ce qui est du nombre de résistants chez les colonificateurs, il n'y avait pas de différence, mais pour l'excrétion des LSA en C, en fait, il y avait une différence entre le printemps puis l'automne, puis on notait une plus grande prévalence au niveau de l'automne, en fait. Qu'est-ce qui explique ça? C'est un petit peu on n'est pas certain encore qu'est-ce qui explique ça vraiment précisément. Peut-être que l'aspect un petit peu de, il y a quand même l'été, mettons le printemps, c'est l'hiver qui se poursuit versus l'été. L'automne, c'est l'été qui vient ensuite. Fait qu'il y a peut-être une propagation de ces bactéries résistantes-là pendant l'été qui pourrait causer une augmentation pour cette saison-là. OK. Une dernière question, Kevin? Oui, une petite question technique. J'ai remarqué pour le graphique des 3 groupes des fermes qu'il y avait des overlaps des fois entre les 3 groupes, mais je pense que la catégorisation des fermes était discrète. Comment est-ce que vous avez décidé pour les fermes dans les intersections, donc quel groupe ils étaient? OK. Donc, en fait, quand on a présenté les clusters, je pense que c'est ici. Oui, Juste c'est là. exactement. On vous présente sur les 2 premières dimensions, mais il faut imaginer qu'il y a une 3e dimension, même une 4e. Ah, OK. C'est beau. donc, ici, on les voit comme n'étant pas complètement séparés. Sur une autre dimension, elles le seraient peut-être plus. Ceci étant dit, il y a des fermes, effectivement, qui sont sur la limite d'un cluster et de l'autre. Et c'est par l'analyse de hierarchical clustering qu'on va leur attribuer le cluster qui est le plus probable pour elles. Donc, il y a peut-être certaines de ces fermes-là qui seraient à 60 dans un cluster, 40 dans l'autre, alors que d'autres sont à 95 dans un cluster et très peu de probabilité d'être dans un des deux autres. Mais donc, c'est sur il y a certaines des fermes qui sont effectivement sur la limite probablement de certains clusters. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer maintenant à la présentation de Marion, Anne et Angélique. Alors, Angélique, je te laisse Oui. afficher ta présentation. Normalement, tu devrais avoir les droits. Donc, c'est moi qui vais Ok, c'est tout commencer. pour moi. On voit la diapo. Je vais débuter. Bonjour à tous. Donc, avant de présenter les résultats d'une étude réalisée par Angélique, nous avons pensé vous présenter le cadre de ces travaux de recherche. Donc, c'est la diapo suivante. Donc, ces travaux ont été menés dans le cadre du projet Néolac pour nouveaux produits pour la réduction des antibiotiques de la filière laitière et sa compétitivité. Et donc, ce projet est porté par l'entreprise Biodeva qui s'est faite accompagner de INRAE et de Sodial, qui est une grande coopérative laitière française. Donc, Biodeva a comme savoir-faire la production de solutions innovantes à base d'extraits de plantes pour prévenir les diverses pathologies en élevage. Et ils avaient des premiers résultats obtenus in vitro et voulaient objectiver les effets observés sur la vache laitière. Et donc, ce projet vise à répondre à un besoin de la filière laitière pour prévenir les pathologies des vaches laitières, améliorer la qualité du lait et apporter des solutions naturelles, ceci ayant pour but ultime d'améliorer la durabilité de la filière et la valeur ajoutée pour l'éleveur et son produit. Donc, ce projet a été soutenu financièrement par les régions Bretagne, Pays de Loire et BPI France. Diapo suivante. Donc, le projet Néolac a été une opportunité pour un projet interdisciplinaire. Donc, une opportunité pour développer un projet
à la croisée de l'étude de la nutrition, de l'immunité et de la physiologie mammaire, qui rassemble les thématiques et compétences de divers chercheurs INRAE. Et donc, avec Anne Boudon, nous avons monté le sujet de thèse d'Angélique, qui se trouve à l'interface entre nos thématiques de recherche. Anne s'intéresse particulièrement depuis plusieurs années à la nutrition minérale de la vache laitière, avec une volonté de mieux intégrer les effets de la supplémentation minérale sur la santé dans la définition du besoin. Elle a notamment travaillé sur le métabolisme phosphocalcique en cherchant à déterminer l'effet de stratégies de supplémentation minérale sur la mobilisation osseuse des vaches au cours de la lactation et sur les hypocalcémies postpartum en ferme. Et devant la quantité grandissante en fait de publications objectivant un lien entre la nutrition minérale et l'immunité, elle a vu dans le projet Néolac une opportunité de recherche des indicateurs pour de futurs projets visant à objectiver l'effet de diverses stratégies de supplémentation minérale innovantes. Et de mon côté, moi, je m'intéresse depuis longue date au fonctionnement de l'épithélium mammaire pour comprendre les déterminants de la synthèse de lait, à la fois le nombre de cellules qui sont impliquées dans la synthèse de lait et leur activité. Et j'ai récemment travaillé sur l'effet d'extraits de plantes riches en antioxydants administrés en supplément dans la ration. Et j'ai pu démontrer qu'il y avait un impact positif sur la survie des cellules épithéliales mammaires. Et comme Anne, afin de répondre à des enjeux de santé globale ayant pour ambition de réduire l'usage d'antibiotiques, mes travaux se tournent actuellement sur le lien entre le fonctionnement de l'épithélium mammaire et son rôle barrière contre l'invasion d'agents pathogènes. Une diapo suivante. Il nous manquait des compétences pour la détermination du statut immunitaire des vaches laitières. Et donc, nous sommes allés les chercher auprès de Pierre Germont et Aude Remeau de l'unité l'UMR-ISP. Pierre est responsable d'une équipe qui s'intéresse notamment à décrypter les mécanismes de l'immunité bovine impliqués dans le contrôle des infections mammaires. Et Aude Remeau a mis en évidence une sous-population de neutrophiles ayant un rôle régulateur de l'immunité. Et lors des premiers échanges avec Biodeva, pour construire l'étude sur les effets des extraits de plantes de chez Biodeva, nous avons milité pour inclure un traitement témoin et il nous a semblé intéressant de choisir une stratégie nutritionnelle éprouvée pour son effet bénéfique pour la prévention des mammites, c'est-à-dire la vitamine E, qui est connue pour avoir des effets antioxydants et des effets sur l'immunité. Donc, il nous a semblé particulièrement intéressant de solliciter Benoît Grolet pour participer au projet afin de bénéficier de son expertise sur le statut en vitamines des vaches laitières. Donc maintenant, je vais donner la parole à Angélique qui va poursuivre pour présenter une des études de sa thèse. Alors, pour contextualiser un peu la vache laitière en début de lactation, le début de lactation pour la vache laitière, c'est une période critique avec des changements physiologiques. Donc, parallèlement à l'augmentation de la production laitière, on peut avoir du coup l'augmentation d'espèces réactives oxygénées, donc ROS en anglais, Reactive Oxygen Species. Et donc ça va se traduire par un stress oxydant les premières semaines de lactation. Et derrière, il y a des études également qui observent une diminution des capacités immunitaires aussi en début de lactation. Donc, l'inconvénient, c'est que derrière, pour des vaches vraiment qui atteignent des extrêmes, on va avoir une augmentation de l'incidence des maladies avec des pathogènes opportunistes, par exemple, des mammites, etc. Et du coup, une diminution de la production laitière. Donc, nous, notre stratégie, ça serait d'éviter les variations physiologiques extrêmes avec l'apport de supplémentation en antioxydants dans la ration, donc supplémenter les vaches avec des antioxydants pour avoir du coup cette stratégie nutritionnelle et répondre du coup à ces variations physiologiques. Donc, notre première stratégie alimentaire qu'on a mis en place dans les expérimentations, ça a été la vitamine E, puisque la vitamine E est longtemps connue dans la littérature scientifique comme réducteur du stress oxydant chez la vache laitière, amélioration des capacités immunitaires, réduction du nombre de cellules dans le lait pour certaines études et également réduction par 3 des mammites cliniques dans une étude. Donc ensuite, pour évaluer un peu la quantité de supplémentation, on s'est basé sur le NASEM 2021
avec du coup au final 3000 unités d'ingestion par jour avant vélage, puis après vélage, on diminue à 1000 unités d'ingestion par jour. La seconde stratégie nutritionnelle qu'on a voulu évaluer, c'est les extraits de plantes de Biodeva. Les extraits de plantes sont des extraits de plusieurs plantes 100% naturelles. Et donc, leur particularité, c'est d'avoir un noyau phytogénique. Noyau phytogénique, en fait, c'est la capacité du coup de ces molécules à rentrer à l'intérieur des cellules et à induire une activation de gènes. Donc, in vitro, cette fonction de noyau phytogénique a montré du coup des activités de gestion de stress oxydant et gestion aussi de l'inflammation. Et donc, pour la composition, il y a une multitude d'extraits de plantes du coup dans les extraits qu'on va donner à la vache laitière, comme Salix alba, saule blanc, etc. Donc, ces extraits de plantes chez la vache sont assez peu décrits. Et donc, si on écoute également la posologie de Biodeva, on est à 10 grammes par jour du coup et uniquement après vélage. Donc, on va vraiment regarder du coup différents paramètres avec ces deux supplémentations. Donc, du coup, on va avoir 3 lots de vaches, de 45 vaches au total Holstein. Un premier lot de 15 vaches sans supplément vitamineux ou extrait de plante, un deuxième en vitamineux et un troisième avec des extraits de plantes. Et on a essayé du coup d'équilibrer un peu la parité également. Donc voilà un petit peu pour le schéma expérimental. On a du coup les vaches qui ont été suivies de moins 3 semaines avant vélage et 12 semaines, jusqu'à 12 semaines de lactation. Donc on est surtout sur un essai longitudinal puisque dans la biblio, on se base surtout sur les premières semaines de lactation. Là, on voulait vraiment voir de manière longitudinale les effets. Et donc, en fait, on a supplémenté du coup la vitamine E avant vélage, donc à fin de 3e semaine avant vélage, et ensuite un suivi de 12 semaines. Et pour l'extrait de plante, on a supplémenté qu'à partir du vélage jusqu'à 12 semaines. Pendant du coup ce début de lactation, on a fait différents prélèvements de sang et de lait pour suivre l'inflammation, la réponse immunitaire, et au niveau du lait, on a surtout regardé les paramètres de l'intégrité de l'épithélium mammaire. Le point en semaine -3, c'est là où on n'a pas du tout les supplémentations et en fait, le but, ça a été, en fait, d'ajuster un peu, notre modèle statistique en partant d'un point initial en semaine -3 et derrière, cette semaine -3 va nous servir, de covariable dans nos tests statistiques, multiparamétriques. Et donc dans ce test statistique, pour évaluer les différences entre les traitements, on a pris en compte la parité, le traitement, supplémentation ou non-supplémentation, et également la semaine de lactation. Puis les différentes interactions 2 à 2, puis triple interaction qui est un peu plus compliquée à décrire. Donc voilà pour le matériel et méthode. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats sur l'immunité, donc sur les neutrophiles du sang et les cytokines du sang, et également un paramètre de l'inflammation. Et en deuxième partie, je vais vous présenter des paramètres qui du coup indiquent l'intégrité de l'épithélium mammaire et également on va regarder la production laitière et les cellules du lait. Donc quels sont les effets de la vitamine E et des extraits de plantes sur ces différents paramètres? Donc pour commencer, on a regardé une protéine de l'inflammation aiguë, l'aptoglobine, qui est libérée par le foie. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, comme il a été déjà écrit, on a surtout un effet semaine, en fait, pas d'effet traitement et pas non plus d'interaction avec la semaine de lactation, où on voit qu'on a du coup une inflammation qui est présente en début de lactation, donc en semaine 2, puis ensuite qui diminue. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive, on a du coup un effet de la semaine de lactation, mais on n'a pas d'effet traitement. On a bien les 3 courbes de nos traitements qui se suivent. Donc pas d'effet de la lactation, du traitement, pardon. Ensuite, après, on s'est intéressé aux neutrophiles du sang, donc basé sur des études qui ont déjà été faites à Tours par Pierre Germont et Audremot, avec leur doctorante, l'ancienne doctorante Marion Rambaud. Et donc, en fait, le but, c'est d'identifier différentes populations, sous-populations de neutrophiles. Donc, voici un peu comment on s'y est pris. Ça a été fait par cytométrie en flux, où en fait, en fonction de la taille de la cellule ou de la granulosité, puisque le neutrophile possède un noyau
polylobé, donc il est facile du coup de l'identifier. Donc on a isolé déjà cette zone, puis pour marquer précisément les neutrophiles, on a isolé cette gate ici, donc cette zone avec le marqueur G1 pour identifier précisément les neutrophiles par exemple des éosinophiles. Donc, une fois qu'on a bien identifié les neutrophiles par cytométrie en flux, on a identifié du coup les deux sous-populations de neutrophiles. Les neutrophiles qui possèdent le récepteur, qui présentent le récepteur CMH2 et non, qui ne présentent pas le récepteur CMH2, pardon. Donc, ça s'appelle les neutrophiles, ils s'appellent les neutrophiles classiques. Et de ceux qui présentent du coup le récepteur CMH2+, les neutrophiles régulateurs. Donc, on a identifié deux sous-populations. Et après avoir identifié ces deux sous-populations, on a voulu évaluer leur capacité fonctionnelle, donc précisément leur capacité à libérer des espèces réactives oxygénées, puisque les neutrophiles, lorsqu'il y a pathogène, libèrent ces espèces réactives oxygénées pour induire un environnement toxique à la bactérie, par exemple, et l'éliminer. Donc là, on a vraiment du coup mesuré cette fonction. Et donc, on l'a mesuré de manière basale, sans apport de la molécule TBHP et avec apport de la molécule TBHP. Et donc, cette molécule, en fait, va stimuler la production de ROS des neutrophiles. Donc, on l'a fait sous deux conditions et chez les neutrophiles classiques et régulateurs. Donc, c'est vraiment une stimulation qu'on appelle du coup ex vivo, où les cellules ont été stimulées à l'extérieur de l'organisme bovin. Donc, voici un petit peu les résultats. Donc, en vert, vous avez la vitamine E et en bleu, les extraits de plantes. Pour déjà le pourcentage de neutrophiles des deux sous-populations, la première chose qu'on observe, c'est que chez les vaches supplémentées avec extraits de plantes et vitamine E, on a plus de neutrophiles classiques. À l'inverse, pour les neutrophiles régulateurs, on en a moins du coup avec les vaches qui sont supplémentées. Donc possiblement, l'apport d'un enrichissement de la ration avec de la vitamine E et des extraits de plantes induirait un changement de sous-population des neutrophiles. Ensuite, pour la mesure de production de ROS sans la molécule TBHP, donc sans stimulation, on n'a pas du tout de différence entre les traitements. Donc sans stimulation, on ne voit pas de différence entre les traitements. Ce n'est vraiment qu'avec apport de la molécule pour stimuler la production de ROS des neutrophiles, où on voit aussi bien chez les neutrophiles classiques que chez les neutrophiles régulateurs une diminution de cette production de ROS. Donc, ce qu'on a du coup observé, c'est qu'avec stimulation ex vivo, la vitamine E et les extraits de plantes permettraient de réduire la production de ROS chez les deux types de neutrophiles. Et donc, en clair, ça réduirait la réponse inflammatoire chez les vaches supplémentées. Ensuite, on a fait une deuxième méthode, la mesure de cytokines, également ex vivo. Et donc là, c'est pareil, on a également stimulé cette production de cytokines du sang. Donc, on s'est basé sur un article de Le Sueur, où en fait, on a mis en contact, après notre prélèvement de sang, du coup, on a mis en contact le sang des vaches dans une monovette avec une souche Escherichia coli tuée par chaleur. Donc, on l'a mis 24 heures à 37 degrés et ensuite, ça a été mesuré par méthode multiplex, 15 cytokines. Oui, c'est ça, 15 cytokines. Et donc, en fait, du coup, vous avez les témoins ici, les vaches supplémentées en vitamine E, extraits de plantes en fonction de la semaine de lactation. Et donc, les différences qu'on a vues, ça a été sur 3 cytokines, une chimiokine CCL4 et deux cytokines pro-inflammatoires IL6 et IL8, où on voit que chez le témoin, par rapport aux vaches supplémentées, on a une diminution de ces cytokines. Donc, on a eu des différences significatives, surtout sur ces 3 cytokines. Et donc, plus précisément, la vitamine E réduit les cytokines IL6 et IL8, et les extraits de plantes réduisent les cytokines CCL4 et IL8. Donc, encore une fois, avec ce test ex vivo, en stimulant la réponse immunitaire, on voit qu'on diminue la réponse inflammatoire. Donc ensuite, en deuxième partie, on va regarder la production laitière et les cellules du lait. Donc là, du coup, vous avez la production laitière ici, où on voit qu'on n'a pas du tout de différence entre les traitements et du coup une différence semaine de lactation. On a également calculé le score de cellules somatiques dans le lait
Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas d'effet traitement, pas d'effet de la vitamine E ou des extraits de plantes sur le nombre de cellules dans le lait. Par contre, on a bien une diminution au fil de la lactation du nombre de cellules dans le lait. Donc, on a un effet semaine. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que la vitamine E et les extraits de plantes n'influencent pas la production laitière et le taux de cellules dans le lait. On a regardé également des paramètres de l'intégrité de l'épithélium mammaire, donc le nombre de cellules, l'exfoliation de cellules épithéliales mammaires, le ratio NAK dans le lait et le lactose dans le sang. Et donc là, pareil que la production laitière et le nombre de cellules dans le lait, on n'a pas d'effet traitement, on a surtout un effet semaine où au fur et à mesure de la semaine de lactation, on a du coup une diminution de ces paramètres qui indiquent du coup une meilleure intégrité de l'épithélium mammaire au fil de la lactation. Donc voilà, on n'observe pas du tout d'effet par contre pour le lactose du sang. Donc la vitamine E et les extraits de plantes, ils n'influencent pas non plus l'intégrité de l'épithélium mammaire. On n'a pas de différence entre nos trois lots. Donc pour conclure sur les résultats que je viens de vous présenter, on sait que les vaches subissent une inflammation en péripartum. Donc c'est-à-dire qu'on a surtout une inflammation en semaine 2 comparée aux autres semaines. Et donc ça a déjà été vu dans la littérature. Parallèlement à ça, durant ces premières semaines de la lactation, on voit que l'intégrité de l'épithélium mammaire, il est moins important que pour les semaines après. Et donc, dans ces deux paramètres d'inflammation et d'intégrité de l'épithélium mammaire, on n'a pas d'effet de l'apport de vitamine E ou d'extrait de plante dans la ration. Les seules différences où on voit vraiment un effet de cette supplémentation, c'est c'est avec la différence de sous-population des neutrophiles, où on voit que la vitamine E et les extraits de plantes apportent un peu plus de neutrophiles classiques comparé à des neutrophiles régulateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifierait peut-être, et là encore, c'est des suppositions qui nécessitent plus d'études sur ces différences de sous-population. Il est possible que les neutrophiles régulateurs, qui sont suppresseurs de la prolifération des lymphocytes T, donc qui atténuent un peu la réponse adaptative, et derrière, on pourrait permettre de limiter une activation de l'immunité adaptative au profit des neutrophiles classiques pour éviter les mammites. Donc, on aurait vraiment un changement de population qui, derrière, permettrait possiblement de prévenir les mammites. Et donc, ça, par contre, c'est vraiment des suppositions puisque cette identification de sous-population a été décrite très récemment. Par contre, ce qui est sûr et ce qui avait déjà été décrit dans la littérature avec la vitamine E, c'est qu'on arrive à réduire la réponse inflammatoire et donc grâce à la vitamine E et les extraits de plantes, on aurait du coup moins de réaction des ROS et moins de cytokines pro-inflammatoires. Donc derrière, on arriverait peut-être à limiter du coup l'inflammation qui peut exister au démarrage, qui du coup est présente chez notre lot témoin au démarrage de la lactation. Donc, pour conclure, l'apport de vitamine E ou d'extrait de plantes régulerait la réponse inflammatoire et immunitaire. Et donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que chez les vaches en bonne santé, il y a une nécessité quand même d'induire un stress ex vivo pour pouvoir voir l'effet préventif de vitamine E ou d'extrait de plantes. Donc, pour montrer l'efficacité d'une stratégie alimentaire, il y a peut-être nécessité aussi de stimuler un stress pour voir aussi les bienfaits d'une, euh, d'une ration préventive pour la santé. Et donc, l'autre approche, l'autre seconde expérimentation, cette fois-ci, on va induire une inflammation in vivo donc en infusant du LPS dans la mamelle des vaches laitières supplémentées. Et donc, on va voir si on a plus ou moins d'intégrité de l'épithélium mammaire, du coup, avec ce stimuli qu'on va induire, du coup, in vivo. Donc, merci beaucoup pour votre attention et donc merci à tout le personnel de l'unité expérimentale et également toutes les personnes du laboratoire pour le soutien au cours des expérimentations. Merci beaucoup, Angélique. Merci, Marion et Anne. Euh, donc, euh, on va avoir maintenant quelques questions. Il y a une première question de Saïd. Éventuellement, si tu peux peut-être poser la question directement. Euh, Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Je suis pas vraiment dans le domaine, je suis plus sur l'aspect transformation du lait. Mais Oui, j'avais une question sur
la quantité de vitamine E dans les extraits utilisés, est-ce qu'on la connaît? Et puis, autrement, quels seraient les antioxydants majoritaires dans ces extraits? Est-ce qu'on pense au polyphénol pour voir un peu au niveau mécanisme, vu que ça donne en gros le même résultat sur l'aspect anti-inflammatoire? Merci. Oui, alors déjà, la vitamine E, pour différencier un petit peu les deux stratégies nutritionnelles, parce qu'elles vont pas avoir, elles vont peut-être avoir le même résultat, donc comme on l'a vu, mais il n'y aura pas le même mécanisme. La vitamine E, elle ne rentre pas à l'intérieur des cellules, mais elle est vraiment présente au niveau des membranes, et donc elle va réduire l'oxydation des lipides, donc la peroxydation des lipides de la cellule. Donc c'est vraiment un puissant antioxydant, un puissant réducteur de radicaux libres. Les extraits de plantes de Biodeva, ça a été vu qu'elles étaient capables de rentrer à l'intérieur des cellules. Et donc, du coup, ça va être un tout autre mécanisme. On a analysé, oui, effectivement, les extraits de plantes de Biodeva pour savoir si on avait, oui, est-ce qu'on avait de la vitamine E dedans. On en a vraiment en très, très faible quantité. Donc, on aurait du coup d'autres composés du coup des plantes que j'ai citées lors de la présentation. Est-ce que c'est de la famille des polyphénols ou pas? Je ne sais pas trop. Il y a très peu de biblios sur les extraits de plantes qui ont été faits par Biodeva. Enfin, j'ai surtout ciblé la biblio sur la vache laitière. Il y a quasiment pas d'études qui ont été faites avec ces extraits de plantes. Mais en fait, le but d'un extrait de plante, par exemple, comparé à de l'huile essentielle, si je peux un peu plus argumenter la réponse, c'est que l'huile essentielle, par exemple, elle va avoir simplement son principe actif. Donc, par exemple, l'huile de thym, il y aura juste le carvatrol, il me semble, si je me trompe pas. Donc, c'est vraiment la molécule du principe actif. Alors que pour un extrait de plante, comparé à l'huile essentielle, il y aura le principe actif et tout l'environnement de la plante. Donc le but, c'est vraiment de préserver la molécule du principe actif et qu'elle soit présente après dans l'organisme bovin. C'est possible que ce soit, oui, des polyphénols, mais après, il y a d'autres molécules qui sont du coup capables de rentrer à l'intérieur des cellules. Et donc voilà, la réponse c'est, je peux pas trop argumenter. J'ai pas exactement la composition précise des extraits de plantes. Oui, En tout peut-être cas, juste merci beaucoup. pour ajouter un peu. Donc, je représente Biodeva en fait, hein, je pilote l'activité alimentation animale de Biodeva. Donc, nos produits pour le stress oxydant ont une petite activité antiradicalaire directe et la plus grosse activité sera sur la stimulation de la voie NRF2, hein, qu'on a bien établie in vitro et également qu'on a bien vu en monogastrique. C'est-à-dire qu'on stimule la production, l'expression des gènes codant pour les enzymes naturelles antioxydantes. Donc ça, on a des données in vitro là-dessus qui nous différencient par rapport aux polyphénols, hein, qui, à ce que je sais, sont directement antiradicalaires, hein, directement, alors que nous, on a un rôle secondaire en stimulant la production des enzymes antioxydantes. On le voit bien sur le poulet, où on a pas mal de données là-dessus sur la production des enzymes naturelles d'antioxydation, en fait, hein, SOD, peroxydase et tout ça. Merci Merci beaucoup Jean-François pour la pour la réponse précision. très complète. Plaisir. Simon, Oui, ben, merci pour la présentation. Je me questionnais en fait à savoir, ben, on voit qu'on peut réduire l'expression de ROS, de certaines cytokines, donc mieux contrôler l'inflammation. En même temps, l'inflammation va servir pour contrôler les infections aussi. Ouais. C'est une réponse en fait aux infections. Est-ce qu'on est dans une situation en début de lactation où on est mieux de travailler à réduire finalement cette réponse inflammatoire-là, ou est-ce qu'il y aurait des enjeux de, de- de trop réduire puis de causer des problèmes, en fait, de rendre l'animal plus vulnérable aux infections? Oui, bah ça c'est tout l'enjeu de la balance pro-inflammatoire, anti-inflammatoire. Il n'y a pas vraiment de limite en fait, ça va dépendre de l'individu, ça va dépendre des fermes, etc. Donc il n'y a pas vraiment de limite. Quoi qu'il en soit, avant et après stimulation, on a bien une augmentation chez les vaches supplémentées ou non. J'ai bien vraiment une réponse immunitaire qui se met en place
chez les vaches supplémentées ou non. Donc, j'ai bien une réponse immunitaire, mais elle est beaucoup moins forte avec les extraits de plantes et la vitamine E. L'intérêt, du coup, on est chez des vaches qui sont en bonne santé aussi, donc après, faire peut-être plus d'études de terrain pour voir si potentiellement on a sur une épidémiologie derrière les extraits de plantes marcheraient ou non. Donc ça, savoir. Pour la vitamine E, oui, il y a des recommandations. Il ne faut pas être non plus trop élevé ni trop bas parce que derrière, on peut voir aucun effet de la vitamine E. Si on supplémente trop, on aura autant de cas cliniques ou pas. Je voulais rajouter autre chose dans ma réponse, mais oui, on a bien une augmentation, en tout cas de la réponse immunitaire avant et après stimulation. La seule chose, c'est que quand on stimule, on voit cette différence alors qu'avant, on ne la voit pas. Donc, c'est assez curieux. Et du coup, oui, ça peut être la question générale. Est-ce que derrière, sur le terrain, on va quand même avoir des effets bénéfiques ou pas? Oui, c'est à voir. Et du coup, donc, on arrive peut-être à contrôler une inflammation inutile de base chez les animaux, mais ils sont tout à fait encore capables de répondre après ça lorsqu'il y a une Ouais. infection avec une Le bonne but, ça, réponse le immunitaire. but, ouais, le but, c'est que dans la littérature, c'est pas encore totalement décrit par toutes les personnes qui traitent de l'immunité sur la vache laitière en début de lactation, mais certains disent qu'on essaie d'éviter une hyperinflammation. On parle même plus d'inflammation, on parle vraiment d'hyperinflammation. Et donc, nous, dans le cas, on éviterait du coup une hyperinflammation, une hyperréactivité de l'immunité. Et je pense que si je peux rajouter juste très rapidement un commentaire, c'est quelque chose que Marion a évoqué très rapidement, c'est aussi le but d'un deuxième protocole expérimental qui a été réalisé, et c'est montrer que les animaux sont toujours capables de répondre à une épreuve inflammatoire. Donc là, les données sont en train d'être décortiquées par Angélique, hein. Donc c'est vraiment il y a aussi cette question, est-ce que ces supplémentations ont un impact sur la capacité des animaux à déclencher une réponse? Et puis il y a des travaux qui sont, on ne les a pas évoqués ici, mais qui sont menés en parallèle pour tester sur le terrain un petit peu l'efficacité des composés. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur la présentation qui a été faite? Peut-être une autre Non. rapidement. En fait, Oui. ça n'a pas été présenté dans le plan d'études, mais est-ce que vous faisiez des suivis après, plus au niveau fertilité, tout ça, des animaux plus tard dans la lactation? Alors, non, on n'a pas regardé la fertilité, mais oui, c'est connu que, par exemple, la vitamine A qui n'a pas beaucoup d'effet sur le stress oxydant, mais derrière, elle jouerait peut-être un effet en réduisant le stress oxydant au niveau des ovaires. Donc, la vitamine A serait connue pour améliorer, du coup, la reproduction. Nous, on est dans le cadre de la vitamine E. J'ai pas trop regardé s'il y avait des études spécifiquement sur la reproduction, mais oui, ça peut être à regarder aussi. Peut-être dans le cas des extraits de plantes, ça pourrait être intéressant si on réduit le stress oxydant et euh, plus tard au niveau fertilité, c'est toujours un enjeu chez les vaches laitières, donc si ça peut aider de ce côté-là. Ouais, ouais, mais c'était pas non plus, c'était pas intégré. Ça aurait pu être un statut, ouais, qu'on aurait pu intégrer, oui. Et l'effectif est trop faible, en fait. On avait 15 vaches par lot, donc regarder les répercussions sur la repro, c'est compliqué. Mm. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi tout un volet antioxydant dans la thèse d'Angélique et on n'a pas présenté ici, mais qui est assez intéressant de voir que finalement, il y a des effets aussi antioxydants de la vitamine E et des extraits de plantes, et avec une action complémentaire à la fois immunitaire, sur le volet immunitaire, sur le volet antioxydant. Et alors, sur l'intégrité, dans le cas de cette étude, on n'a pas vu d'effet, mais on a par contre vu des effets sur l'étude LPS. Et Angélique présentera ses résultats au congrès de l'EAP. C'est comme ça qu'a été découvert la vitamine E aussi. C'était des scientifiques américains qui ont découvert dans les années 30
Ils travaillaient sur la stérilité chez la rate, la femelle du rat. Et du coup, ils ont supplémenté avec des germes de blé riches du coup, en vitamine E. Et derrière, ils ont vu une molécule, la vitamine E, ils ne l'ont pas identifiée tout de suite, qui était bénéfique pour la fertilité des rats. Donc oui, ça peut être un projet futur, oui. Merci beaucoup, Angélique. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce 6e webinaire. Merci aux présentateurs. Bravo pour vos présentations, pour les travaux qui ont été réalisés. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire au mois de juin. Merci. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Au revoir.